Bonjour à tous et bienvenue. Avec la nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille, je m'étais dit pourquoi pas essayer d'aborder un petit peu plus le cas phocéen. Et puis non. En fait, je pense que c'est un bel exemple pour élargir le sujet autour de la gestion des 4 plus gros budgets en France cette année, le PSG, Monaco, Marseille et Lyon. Pourquoi ? Parce que déjà, ça fait un peu peur à l'aube, un an avant le nouveau contrat des droits TV qui permettra aux clubs français d'étoffer leur budget. Ça fait un peu peur parce qu'on remarque qu'avoir plus de moyens ne rime absolument pas avec une gestion plus saine ou plus clairvoyante, on va dire. Alors évidemment, dans ce quatuor, je vais mettre un peu de côté l'OL. Et pourquoi ? Parce que l'OL, bon, cette année n'a pas fait une année exceptionnelle, très loin de là, avec un jeu, bon, voilà, je pense que les fans de Lyon pourront s'expliquer dans les commentaires, mais c'est surtout ce qui s'est passé entre Genesio et Las qui a un peu pourri le club, parce que globalement, l'OL s'est bien géré. L'OL niveau formation, tu trouveras difficilement mieux en France, et même au niveau recrutement, parce que tout tient par Florian Maurice qui fait le travail de 5 personnes à la fois, qui est toujours en déplacement, etc. Et c'est un mec qui a des idées. C'est quelqu'un qui va ramener des joueurs différents. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ça marche ou que ça marche pas, parce qu'un recruteur ne peut pas toujours avoir bon. Le mec qui a toujours bon, il n'existe pas. On n'est que des êtres humains, faut quand même le rappeler. Alors je sais qu'il a beaucoup de regrets pour le défenseur argentin, Mamana, qui voilà justement, ça aurait peut-être pu être mieux, il a été revendu au bout d'un an. Mais globalement, tu vois de vraies idées. Aller chercher Moussa Dembélé au Celtic, et ben au final, vous allez me dire, oui, il était quand même un peu connu, mais pourquoi personne ne faisait une offre alors un bon club. Parce qu'en plus, quand tu vas chercher un joueur en Écosse, à niveau équivalent à un mec en Écosse ou en Allemagne ou que sais-je, il est moins cher en Écosse. Avec toujours ce doute de peut-il s'adapter à un meilleur niveau, etc. Or aujourd'hui, on voit, notamment la seconde partie de Moussa Dembélé, que déjà sa valeur a doublé, qu'il apporte énormément à Lyon avec un style de jeu vraiment différent. Je dirais un neuf un peu à l'ancienne, capable de la garder dos au but, assez altruiste, qui court pour les autres. Et surtout, c'est un vrai prospect à l'avenir qui apporte beaucoup au club. Donc, plein de bonnes choses et plein de bonnes idées. Mais néanmoins, à côté de ça, il y a ce qui s'est passé entre Las et Genesio. Et je veux dire, Genesio, je comprends que les gens lui tombent dessus pour le niveau de jeu, pour les déceptions individuelles, pour les déceptions collectives, excusez-moi. Ouais, je comprends. Mais est-ce que c'est la faute de Bruno Genesio si son président le laisse à ce poste ? Je veux dire, mettez-nous à sa place. Et honnêtement, je crois pas du tout dans les actes désintéressés. Genre, le football est magnifique, mais à mes yeux, il est salopé par l'être humain. Et je vois très peu de personnes qui auraient dit « je démissionne, je pars vraiment de tout, etc. » Donc, on aurait fait quoi à la place de Bruno Genesio ? Alors oui, peut-être qu'on aurait fait des choix différents. Je parle pas de ça. Chacun a ses limites. Lui, bon, il a fait ce qu'il a pu, mais il s'est pris toutes les critiques de la part du public, tous les réseaux sociaux, etc. D'un autre côté, tu avais des gens dans la presse qui le défendaient bec et ongle. Ça fait que Jean-Michel Aulas, en laissant Bruno Genesio en termes de pare-feu, et ben en fait, il a réussi à diviser l'opinion autour de son club encore plus, et surtout, ça évite de parler de lui, et surtout, ça évite de dire que le président continue à jouer à Football Manager, en regardant Bruno Genesio. Et il a bon dos, Bruno Genesio, comme pour Jean-Michel Aulas. Quand il lui dit l'été dernier, Depay ça va pas, j'en veux pas, etc., on n'y arrive pas et tout. C'est le président qui dit non, moi je veux garder Depay, parce qu'il n'avait des yeux que pour Memphis, qu'il qualifiait de responsable pour les qualifications en Ligue des Champions. Alors ça revient à ce que je disais il y a un an et demi. L'OL, une institution qui refuse la remise en question, notamment tout en haut. Et c'est problématique. Alors après, je suis évidemment Bruno Genesio, c'était pas lui rendre service que de le garder à ce poste-là, absolument pas, ça n'allait pas avec les joueurs, dans le jeu c'était moyen, je pense que tout le monde l'a vu. Ce qui est encore plus incroyable à Lyon, c'est que Genesio savait que Depay, Fekir et Marcelo allaient plus ou moins le poignarder dans la saison et que ça allait pas le faire. Mais il les faisait jouer quand même. Bon. Ça, voilà, on peut en revenir sur plein de choses sur Genesio, mais moi, mon idée, c'est de dire, est-ce que c'est l'entraîneur le seul responsable, ou est-ce que le mec qui est au-dessus, qui le maintient en poste, pour des raisons, et que lui seul sait, est le véritable responsable. Et ce qui s'est passé autour de sa prolongation, fausse prolongation, etc., c'était ridicule. C'était ridicule, et un club comme l'Olympique Lyonnais ne peut pas se permettre ça. Bon. Néanmoins, Lyon a quand même un fonctionnement plus sain, globalement, que les autres clubs dont je vais parler. Enfin, plus sain. Pas toujours plus propre, On se rappellera du transfert de Fred et de Nilmar, mais c'est peut-être... Nilmar, je l'avais évoqué, mais Fred, un jour, peut-être qu'on l'évoquera. Petite bouée à la mer. Maintenant, on va parler de Marseille, quand même. Marseille, j'en avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois, mais c'est la dilapidation du magot. Parce que, pour tous ceux qui pensent que Franck McCourt n'a pas investi, qu'il faut le mettre dans le même bateau qu'Hérault, non. D'ailleurs, on remarque très bien, aujourd'hui c'est marrant, donc Garcia est le premier fusible, ce que je comprends pour plein de choses, mais il ne faut pas oublier Hérault quand même, parce que autant on peut se planter sportivement, autant à cause de la gestion de Jacques-Henri Hérault, l'OM va devoir, je ne sais pas comment ils vont faire ces prochaines années, parce que sa gestion scabreuse, elle va rester dans les comptes pendant un moment. Donc faut pas l'oublier ça. C'est assez marrant d'ailleurs qu'une chaîne comme RMC, donc bon, Hérault n'est pas cité parmi les responsables, je trouve ça. On comprenne qui pourra. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire ?
Quand Franck McCourt rachète l'Olympique de Marseille, il le rachète dans un état catastrophique. Catastrophique. L'effectif est très moyen, amputé de beaucoup de joueurs, ça nécessite des investissements, et il y a aussi beaucoup de dettes et de pertes. Alors ça, je vous ai mis en lien, dans la description, les excellents articles de Mourad Ahertz sur Football Club de Marseille, qui vous permet de mieux comprendre les finances de l'OM. Et en fait, on se rend compte que l'OM, donc la CASSP Olympique de Marseille, en fait, au-dessus, il y a la société mère, Eric Soccer. Mais il s'avère qu'Eric Soccer avait des pertes, mais colossales. C'est vrai que Franck McCourt a dû investir dans plein de choses. Et en fait, il vous le détaille dans cet article-là, rendez-vous compte. Hors rachat du club, il a dû mettre 250 millions quasiment. 250 millions. Donc, c'est un vrai investissement et en plus, c'est des investissements de capitaux. C'est pas des prêts qu'il a fait au club pour les récupérer, comme beaucoup aujourd'hui font. C'est-à-dire, aujourd'hui, on rachète souvent les clubs par un LBO, comme je vous l'expliquais. Vous avez une entreprise A, vous achetez le club avec une entreprise B, sauf que vous n'avez pas l'argent pour acheter. Donc en fait, vous créez cette société, vous mettez un tout petit peu, et vous obtenez des prêts de banque avec des taux. Et donc vous rachetez avec ça, et en fait, ça va être les dividendes générés par votre nouvelle entreprise qui vont servir à rembourser les prêts. Là, c'est pas ça, c'est McCourt qui a mis son propre pognon. McCourt s'inscrit d'ailleurs dans une logique d'actionnaire un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire je viens dans le foot pour également récupérer d'autres marchés aux alentours. Ça se fait pour plein d'autres, c'est un peu les investisseurs à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs dits modernes s'intéressent avant tout au trading de joueurs et à l'enrichissement personnel. Sur la partie uniquement footballistique. C'est différent un peu McCourt. Bon bref, c'est encore autre chose. Mais McCourt, son tort, ça a été de s'entourer aussi mal. Mais le mec connaît pas le foot. Ok. Vous avez le président de la Ligue de football professionnel, monsieur Quillot, qui a fait un lobbying pas possible pour que Jacques-Henri Hérault récupère le poste. Alors, question, pourquoi le président de la Ligue de football professionnel insistant pour que Jacques-Henri Hérault récupère le poste? Alors, ça veut pas dire que c'est mal intentionné. Quel est le lien entre les deux et pourquoi? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est un ami qui me le dit souvent, un ami qui, voilà, c'est important le milieu du foot, il me dit soit t'es con, soit t'es complice. Parce que quand je vois les prix payés par l'OM, c'est vraiment ça. Soit Hérault et toute l'équipe, ils sont vraiment cons, soit ils sont complices. Parce que Radonjic, je vais revenir sur Radonjic, j'ai fait une large vidéo à ce sujet, tous les intermédiaires, le bordel, etc. J'ai également consulté des documents disponibles de la Fédération Serbe de football, et donc ce transfert de 12 millions plus bonus, qui est le double de la valeur du joueur quand même. Parce qu'un joueur qui part de Serbie, c'est pas comme quand il part, admettons, de Croatie, où tu as le Dynamo Zagreb notamment, qui avait réussi à vendre des joueurs un peu chers, parce que, savoir, dans l'Étoile Rouge, ça part pas à ce prix-là, là, ça part du double. De plein de gens servis me disent, voilà. Il y avait quelques offres pour Radonjic. C'était 5 et 6 millions. 5 et 6 millions. Mais on entendait, encore des RMC au passage, ah mais non, faut la concurrence de Séville. Vous croyez que Séville vont mettre plus de 10 millions sur Radonjic? Mais non, monsieur renseigné vis-à-vis de Séville. En effet, ils ont un peu surpayé le mec, mais c'était pour 5-6 millions. Alors question, déjà comment tu peux payer le double? Et en plus de ça, où va l'argent? Parce que là, c'est quand même le petit côté Jacques-Henri, les agents noirs, etc. Sur donc la fédération serbe, je mettrai en lien peut-être, ou je vais voir comment je vais faire. Attendez, ce que je vais faire, excusez-moi. Je vais vous donner le nom. Attendez, je prends mon ordinateur, parce que j'y ai noté, excusez-moi. On va citer directement le document, je ne vais pas vouloir le montrer, une petite seconde. Voilà, je l'ai. Si vous permettez cette petite seconde-là. Alors. Voilà, donc les intermédiaires sur ce transfert, nous avons Dejan Gergic. Donc Dejan Gergic, vous allez me dire, c'est qui? Dejan Gergic, c'est les agents, on va dire, de Radonjic avec une boîte, etc. Alors je vais pas dire ce qu'ils font, parce que après, on va dire que je suis un peu mauvaise langue. Sauf que Gergic, en fait, donc c'est l'agent de Radonjic, et en fait, l'Étoile Rouge de Belgrade, si vous voulez, ils ont fait un mandat club à d'autres agents, afin, donc il y a 6 à 10%, là c'est 8% en l'occurrence, qui terminent pour eux. Donc il y a quasiment 1 million d'euros qui ont terminé dans les poches de monsieur Dusan Potic, parce que c'est un mec justement qui a la licence et autres, et c'est pour un truc de loi. Et le deuxième, c'est Vladimir Stojanovic également, qui va toucher, alors il va toucher donc ce monsieur 480 000 euros, Potic également 480 000 euros, c'est versé, donc il y a une première tranche de 240 000 euros, ensuite 160 000, ensuite 80 000. Voilà, bon bref. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'OM, ils font pareil de leur côté. C'est-à-dire que sur Radonjic et d'autres, ils ont mis un mandat club, ce mandat dont je vous parle très souvent, qui permet de récupérer entre 6 et 10% de la somme en plus. C'est-à-dire, déjà, tu payes un joueur le double. Quel est l'intérêt de l'Olympique de Marseille de mettre un gars pour les représenter? On dirait qu'il n'y a pas de direction sportive à l'OM. Ils ont besoin d'un agent pour les représenter, afin de toucher entre 6 et 10% du transfert. Donc vous mettez 12 millions plus les bonus. Donc on va dire 14, allez. On va dire 13 pour être gentil. Plus 1 million à peu près, donné également à un agent comme ça. 14 millions. Plus, ce qui est quand même assez comique, c'est que donc il y a 1 million qui a été, donc des 12 millions qui ont été filés à l'Étoile Rouge, il y a 1 million qui part chez monsieur Gergic, chez Stojanovic,
Bon, je laisserai des journalistes d'investigation serbe vous dire qui sont ces messieurs-là, hein, ce sera plus prudent pour moi. Mais tout va bien. Et après, on nous entend, la liste noire des agents, on fait plus ça. Alors, il y a deux options. Soit t'es con, soit t'es complice. Et voilà. J'ai pas parlé des autres cas, hein. Mitroglou recruté le dernier jour avec un genou en moins, Raiola qui joue au chat avec la souris et qui, excuse-moi, t'enfile complètement sur le prix de Balotelli, Strootman à 600 000 par mois, des mecs qui ont 30 ans, qui sont à moitié blessés, qui arrivent, qui signent des contrats de 4-5 ans. Et après, tu m'étonnes. Les gens, ah bah non, attends, moi je vais rester, je vais honorer mon contrat. Mais normal, la soupe elle est tellement bonne, ils trouveront jamais des conditions pareilles. Donc en plus de ta gestion scabreuse qui a fait perdre à l'OM qui a à peu près 70 millions l'an passé, heureusement qu'Hero est un gestionnaire, ben là, tu vas peser, tous ces contrats énormes, tu vas les avoir dans tes comptes les années suivantes. Et aujourd'hui on dit oui, ils vont devoir vendre, etc. Mais avec une saison aussi mièvre où des joueurs ne peuvent pas s'exprimer dans ce ridicule de collectif qu'est l'Olympique de Marseille qui ne permet à personne de s'exprimer, ou avec en plus quand un joueur comme Luis Gustavo prend la parole pour critiquer un peu les entraînements et dire qu'il en a marre de faire du social et autres, bah qu'est-ce qu'on fait? On va l'écarter, hein. Ça c'est encore autre chose pour Rudy Garcia. Et donc les joueurs qui ne peuvent pas vraiment se mettre en avant, aujourd'hui la valeur des joueurs elle a diminué, hein. Et on dit Thauvin il va être dans un très grand club, mais en Angleterre il a raté à Newcastle, donc forcément les Anglais, t'as raté en première ligue une fois, t'as été moyen, et ça va être beaucoup plus dur de le transférer là-bas. Donc on dit qu'il y a d'autres intérêts, mais c'est un peu Al Massoran ne voit-tu rien venir, on disait pareil l'an passé, Hérault qui disait à 80 millions je regarde pas, oui bien sûr, c'est un peu l'Olympique de la communication Marseille, on met beaucoup de poudre aux yeux, et au final c'est quoi le projet? C'est qu'ils ont dilapidé 250 millions d'euros pour ça. Donc là, d'en prendre les gens pour des cons, on est à un niveau quand même exceptionnel. Je pourrais peut-être revenir un jour plus longuement sur Marseille, sur plein d'autres choses qui moi me choquent évidemment. Là, Garcia évidemment, bon, ça va pas, mais qui a eu l'intelligente idée de le prolonger à l'automne? Pareil, encore ça dans les comptes. Donc bon, McCourt va devoir remettre la main à la pâte, il n'y a pas d'autre mot, mais on peut pas mettre sur le même plan McCourt de tous ces sbires. Donc bref, ça c'est encore autre chose. Même s'il y a des choses bien aussi à l'OM, mais pas au niveau de la direction. Maintenant Monaco, alors là on a vu cette saison, c'est catastrophique, on sait même pas s'ils vont se maintenir. Jardim, tu le vires, tu le récupères, etc. T'as des mecs qui savonnent la planche à Henry. Henry évidemment, qui a fait aussi des erreurs. Là pareil, je vais complice. Vadim Vassiliev, les fameux mandats club, comme je vous le disais. J'en avais fait pas mal de vidéos à ce sujet-là. Bon là je pense que Vassiliev, il était pas con. Hein. Je pense que les dirigeants aussi, ils ont compris. Je pense que quand ils ont vu ce qui s'est passé, oh tiens, oh bah Vadim, bizarrement on l'a dégagé. Bon, je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, le fonctionnement de Monaco, c'est attention. Hein. Le robinet, on l'a fermé. Hein. Parce qu'en fait, Monaco, ils ont toujours dépensé de l'argent. Hein. Il y a quand même 130 millions qui ont été dépensés pour recruter des joueurs entre cet été et l'hiver. Le problème, c'est que ça a été beaucoup trop jeune. En fait, c'est la politique sportive qui a été foireuse, qui a été inexistante. On s'est dit, ça va remarcher ce qu'on a fait avant. Ah non. Alors évidemment, on peut critiquer cette idée très capitaliste du foot, mais il y en a beaucoup d'autres qui le font. Et à la rigueur, Monaco, il ne se cache pas, tandis qu'il y a certains propriétaires, c'est la mode aujourd'hui, c'est uniquement de l'enrichissement personnel à travers des facturations de part des boîtes de scouting qui leur appartiennent. Donc, tu vois, je vais pas jeter la pierre à Ribolobiev parce que si on commence à le faire, on va s'apercevoir que quasiment tous les propriétaires font pareil mais de manière déguisée pour s'en mettre plein les poches. Ribolobiev, c'est un peu différent quand même. Bref, le problème c'est que quand tu as une politique sportive complètement absente, au bout d'un moment tu le payes. Hein. Quand c'est uniquement les agents qui font ta politique sportive et l'enrichissement personnel de certains, eh ben évidemment ça paye pas. Là en plus c'était trop jeune, les profils étaient complètement mal ciblés. Je veux dire, imaginez, Bareka, Pelé, Aoulou, c'est 35 millions d'euros quasiment ils ont payé. C'est affolant. Tu fais venir des grands cires, j'ai rien contre eux, mais est-ce que quelqu'un a fait le travail préparatoire avant? Donc là aujourd'hui Monaco part sur une autre formule avec Oleg Petrov qui a été nommé donc pour remplacer Vadim Vassiliev, aidé d'Olga et avec également Louis Ducreux, donc fils de Stéphanie de Monaco au milieu, qui lui aimerait que la cellule de recrutement maintenant se planche sur l'Asie. Voilà. Il peut avoir des joueurs, en Iran il y a des bons joueurs. Ouais. Sur la zone Asie, parce que l'Iran joue sur la zone Asie. Mais bon. Je sais pas si c'est vraiment ça dont tu as besoin le Monaco. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en faire revenir Jardim, sachant qu'il y a la moitié de l'effectif qu'on voulait pas, c'était pas une idée brillante. Hein. Non, c'était pas vraiment une idée brillante. Et Jardim, en plus, qui là aurait peut-être pu tout remettre à zéro, bah non, il est reparti avec les mêmes soldats. Alors c'est sûr que ceux qui ont savonné la planche à Henry, notamment Jemerson et Subasic, ils étaient contents. Donc évidemment, tout de suite, on dégage le soldat Benasser et le caporal, le Ibadiachil. Alors eux, ni une ni deux, il fallait les dégager, visiblement. C'était aussi le problème. Hein. Et c'est un peu surréaliste, honnêtement, Monaco, la gestion. Donc là, tu vas dans le mur. Et quant au PSG, ben en fait, quand ils arrêteront de tous se faire la guerre les uns les autres, peut-être que le club pourra avancer. Même si, bon, en fait, ce que j'ai dit il y a 2 ans et 1 an sur le PSG, je peux le redire, la même chose aujourd'hui.
je crois que je m'étais pas trop trompé sur toutes les luttes intestines qui un jour allaient te péter à la gueule. Bah là, ça t'a pété à la gueule. Donc bon, sur Paris, il y a plein de choses très très bien gérées. Hein. Toute la partie administrative, marketing, etc. Sur le marketing, c'est exceptionnel, c'est très bien. Toute la partie Jean-Claude Blanc, elle est magnifique. Le développement de la marque à l'international, j'ai souvent abordé. Le reste, je préfère me taire. Je pense que j'ai assez dit. Donc, ce qui est problématique, c'est que les 4 gros clubs français cette année, on voit des graves problèmes de gestion à un moment donné. Différents, évidemment, chacun les uns les autres. Avec quand même une question, quand j'entends le football français, on est champion du monde, etc. Mais regardez, parce que les clubs ont de l'argent en France, faut pas croire, les clubs ont de l'argent en France. Quand tu vois comment c'est géré, tu te poses des questions. Tu te poses des questions à tous les niveaux. Et c'est sûr que quand tu as des exemples pareils, c'est un peu problématique. Donc voilà, je voulais un peu remettre l'Olympique de Marseille dans un débat un peu plus large sur la gestion des 10 gros clubs en France, parce que je pense qu'elle est assez problématique, et que comme ça, on n'ira pas très très loin. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis écoutez, on se dit à bientôt.